Bienvenue dans Vie de mère, le podcast qui part à la rencontre des mères de toute la France pour comprendre les parcours, les motivations et la réalité du quotidien de nos élus locaux. Vie de mère. C'est une sacrée vie de mère. Pour ce deuxième épisode, je me suis rendue à Sarlat-la-Canéda, commune de 9000 habitants, sous-préfecture du département de la Dordogne et célèbre capitale du Périgord noir. Nous sommes un samedi matin du mois de juillet et c'est jour de marché. Les touristes et locaux se bousculent dans les ruelles étroites de la cité médiévale. Ici, on vend de l'huile de truffe et là, du foie gras sous toutes ses formes. Partout, de beaux cerneaux de noix, cultivés dans le Quercy, bien sûr. Sur la place de la Liberté, entre deux grandes terrasses de brasserie bien remplies, se dresse la jolie mairie en pierre, avec ses arches, sous lesquelles je me réfugie à l'abri du soleil. J'ai rendez-vous avec Jean-Jacques de Peretti, maire de Sarlat depuis 1989 et âgé de 77 ans. Bonjour Monsieur de Peretti. Bonjour. Merci de me recevoir dans cette belle mairie de Sarlat pour ce deuxième épisode du podcast Vie de mère. Ma première question, qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petit dans votre vie ? Je rêvais d'être pompier et après d'être médecin. Et j'avais un nounours que je n'arrêtais pas de triturer, lui faire des piqûres. Et en même temps, on m'avait offert à Noël, mes parents m'avaient offert à Noël un uniforme de pompier avec un casque. Et donc, mon cœur balançait entre le service du feu et la médecine. D'ailleurs, par la suite, j'ai fait 3 mois j'étais inscrit dans une faculté de médecine. J'ai tout de suite arrêté parce que je me suis dit que c'était pas pour moi, je tiendrais pas. Pourquoi ? Déjà, quand je rentrais dans un hôpital, l'odeur de l'éther, etc., pour peu que je vois une personne en difficulté ou une victime, ça me mettait mal à l'aise. Pas lorsqu'il s'agissait de moi, d'une blessure. D'ailleurs, j'ai pas eu de grandes blessures dans ma vie, mais enfin, de petits saignements, etc. Mais de voir les autres dans un hôpital, allongés sur des lits, notamment le décès de mon grand-père, tout ça, ça me mettait un peu mal à l'aise. Je me suis dit, c'est pas un environnement dans lequel je tiendrais. Et donc vous avez fait quoi à la place quand vous avez arrêté médecine ? Ah, j'ai pas raté, j'ai regardé comment c'était et je me suis inscrit à la fac de droit à Paris, à Assas, Paris 1. Et j'ai commencé à entreprendre des études de droit public. Là, j'avais vraiment une direction, une volonté. Je voulais être juge à la Cour internationale de justice. Donc, je me suis lancé dans le droit public et dans le droit international avec un professeur qui était à l'époque très connu. C'était la famille de juristes, la famille Badevant. Et c'était Suzanne Bastide, qui était à l'époque professeure de droit international et qui était présidente du tribunal administratif des Nations Unies. Et donc, j'ai fait beaucoup de droit public, c'est-à-dire j'ai passé un DES de droit public, de sciences politiques, et parallèlement, je m'étais inscrit à Sciences Po aux langues orientales. Alors, aux langues orientales, c'était pour apprendre le russe. Ça n'a pas duré trop longtemps parce que j'avais à l'époque, lorsque je suis remonté à Paris, j'étais marié, j'avais un enfant en bas âge. Et donc, je me suis orienté vraiment vers le droit. Et je suis devenu assistant, puis j'ai été chargé de cours, notamment à Tolbiac, où j'avais des cours pour les capacités en droit. Vous savez, à l'époque, vous pouviez... je ne sais pas si ça existe toujours, vous pouviez faire 2 ans de capacité, éviter, si vous n'aviez pas le bac, et passer directement en première ou en deuxième année de licence. Et donc, c'était des amphis qui étaient sympathiques, qui étaient payants. Tout ça s'est passé dans les années 69, 70, 71. Et ça a été une grande expérience parce que je suis resté enseignant.
J'ai commencé par être assistant à Orléans, après je suis revenu à Paris 1, et j'ai fait, disons, au moins 15-16 années d'enseignement dans l'éducation nationale et à la faculté dans le droit public. C'est-à-dire les libertés publiques, le droit international, le droit constitutionnel et j'ai fait... c'était un univers qui m'intéressait beaucoup, que je retrouverai d'ailleurs un peu plus tard. Et comment c'est venu, du coup, le droit public, l'envie, en tout cas, de comprendre comment ça fonctionne, le système législatif Ah bah, je veux dire, le droit constitutionnel, c'est une mécanique, hein, donc c'est le travail au Parlement. J'avais des petits boulots, j'ai fait notamment un passage à l'Assemblée nationale en tant qu'assistant d'un assistant parlementaire à l'époque, et donc, vous savez, c'était l'époque pompidolienne, où il y avait encore le général de Gaulle qui était président de la République, donc c'était l'année 68, avec la fameuse période des 100 fleurs pour la France, pour les étudiants français, et le mouvement du 22 mars avec Cohn-Bendit, tout ça, je m'y étais intéressé sans être vraiment engagé, sauf à la faculté de droit où on avait créé le premier comité de grève, et puis après ça a basculé en 68 et 69 avec le départ du général de Gaulle, où là je suis entré dans des, je dirais, dans des activités un peu plus studieuses, notamment avec l'Institut des hautes études internationales, où je continuais, si vous voulez, à me projeter dans le droit international, qui à l'époque était respecté, je dirais, et était passionnant parce que après la création de l'ONU, il y a eu toute une période où l'ONU a joué un rôle important. Maintenant, on a l'impression de revenir à ce que disait De Gaulle en parlant du machin. Vous avez commencé à faire du droit au moment de mai 68. Ça vous a influencé, toute cette période-là, tous les mouvements qu'il y a eu? Disons influencé, non. À l'époque, si mes souvenirs sont exacts, on avait à peu près 300 000 étudiants qui arrivaient sur le marché de travail. Aujourd'hui, ils en avaient plus d'1 million. Donc on n'avait pas de questionnement quant au job, quant à l'emploi d'été. On trouvait toujours quelque chose. Et on rebondissait dans ce qui pouvait nous paraître intéressant. Mai 68 par rapport à aujourd'hui, ce sont des difficultés de logement, ce sont des difficultés d'emploi, ce sont des difficultés de formation, ce sont des difficultés aussi de vie. Et on y est beaucoup plus jeune. C'est-à-dire des 15-16 ans, on a déjà pratiquement tout ça en tête. Nous, en 68-69, c'était l'époque où le thème, c'était la croissance zéro, avec le rapport Mansholt. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avec les clubs de Jacques Delors. Et c'était plutôt, on s'ennuie. Il y avait d'ailleurs sur les murs de la Sorbonne, vous aviez écrit des slogans comme « On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance », sous les pavés la plage. Voilà, c'était tout à fait une autre époque. C'était, je dirais, c'était l'époque un peu du début des 30 Glorieuses. En tous les cas, on les avait bien entamés. On avait des taux de croissance qui étaient... le PIB, c'était de l'ordre entre 4 et 7%. C'était un tout autre univers. Et je dirais que c'était des années dorées. Mais bien souvent, on dit « Ah ben, c'est pas comme avant, etc. » Et ben, le monde change, les paramètres changent, il faut s'adapter, il faut s'inscrire avec ces paramètres et pas dire ah ben, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, c'est normal que ce soit plus comme avant. Je veux dire, le temps change, le temps avance, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Lorsqu'on allait à une manif, c'était des affiches qui placardaient rendez-vous place d'Enfer Rochereau à telle heure, etc. Et on distribuait des petits flyers qui étaient imprimés à la va-vite. On était dans un autre monde. Mais tiens,
Je dirais avec le recul, c'est un monde merveilleux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant rejeter le monde d'aujourd'hui. Au contraire, il faut trouver des solutions, il faut innover, il faut prendre en compte les paramètres et les contraintes qui nous sont imposées aujourd'hui pour essayer de les résoudre. Mais c'est marrant parce que croissance zéro, aujourd'hui, ça fait beaucoup écho aussi avec toutes les polémiques qu'on a autour de la décroissance, les discussions sur ce sujet-là. Ah ben oui, je veux dire, c'était le grand thème, hein. D'ailleurs, c'est un thème qui revient aujourd'hui d'une autre manière. C'est-à-dire, on dit la société de consommation, à quoi ça sert? Il faut sortir de la société de consommation. Vous avez beaucoup de jeunes couples qui aujourd'hui font un mouvement vers la ruralité avec des difficultés parce que dire on va vivre à la campagne, c'est bien. Mais il faut aussi avoir les moyens de le faire. Il faut aussi avoir un minimum d'existence et bien souvent ceux qui le font ne sont pas demandeurs de beaucoup et ils ont entre eux une certaine solidarité, mais ce qui me frappe c'est parfois le décalage qu'il y a entre certains qui s'efforcent et se débrouillent de travailler 24 heures sur 24, de rechercher des nouvelles occupations, etc. Et ceux qui se laissent porter aussi par le temps, par l'ambiance du temps, et qui, c'est vrai, se contentent de peu, mais c'est aussi des énergies qui se dirigent différemment. Ce sont des énergies qui ne se cumulent pas avec toutes les énergies. Dans les années 70, 73, vous aviez un mouvement, c'est-à-dire tout le monde allait dans la même direction. En tous les cas, tout le monde pédalait avec un objectif, avec une route. Même si on disait qu'on s'ennuyait, on avait quand même l'impression d'être dans la vie. Tandis qu'aujourd'hui, il y a parfois des relâchements, des épuisements, une considération aussi que les choses ne vont pas bien, des angoisses. Vous avez beaucoup d'angoisses. Il n'y avait pas d'angoisse. Enfin, moi, je ne me souviens pas d'avoir connu des angoisses dans les années 70. Il y avait sans cesse quelque chose de nouveau. Et puis les gens s'amusaient, riaient, faisaient des gags. Ici... Aujourd'hui, alors pas à Sarlat en particulier, mais quand vous allez au Boulevard Saint-Germain à Paris, vous avez l'impression que tout le monde fait la tête. C'est tout juste si lorsque vous entrez dans un restaurant ou dans un bar, on vous demande, alors pas tous bien sûr, mais on vous demande ce que vous venez y faire. Avant, il y avait une ambiance de fête, de solidarité, il y avait des personnages, des identités, des personnes, et puis il n'y avait pas cette agressivité qu'on ressent aujourd'hui. On pouvait se garer calmement sans que quelqu'un klaxonne derrière, etc. Aujourd'hui, ça devient un peu insupportable et contraignant. Mais c'est comme ça. Donc, il faut trouver la bonne manière d'être, la bonne manière d'exister dans un monde qui est totalement différent et le préempter, ce monde, parce que vous ne pouvez pas l'écarter. Et ça, c'est parfois très difficile pour certains, parce que vous avez une cassure aussi au niveau des revenus entre, je dirais, une frange moyenne qui vit, une frange qui a bien travaillé, qui a beaucoup de moyens, et puis une frange qui est importante et qui n'arrive pas à s'en sortir. Vous ne pouvez pas, avec 1 200 € aujourd'hui, une femme, 2 enfants, vous êtes en panique à chaque fin de mois. À partir du 20, du 15, vous êtes en panique à chaque fois. Alors ça n'existait pas avant. C'est pas un problème de solidarité, c'est le système, le développement qui a, je veux dire, projeté avec une accélération une certaine population devant et qui n'a pas réussi à tirer toute la population avec soi. Il n'y a pas la mixité qu'il y avait à l'époque.
Donc vous avez dit que mai 68, c'était une période assez dorée. On n'avait pas de vrais problèmes, il y avait cette question de l'ennui. Mais donc à quel moment vous vous êtes dit quand même j'ai envie de m'engager politiquement, il y a quelque chose à faire C'est le défilé sur les Champs-Élysées de mai 68 et les élections législatives, où là je me suis un peu plus engagé. Le général de Gaulle était encore là, donc moi mon père avait été militaire, il est mort en 69, donc je me suis retrouvé un peu livré à moi-même et je me suis engagé sans vraiment m'engager. À l'époque, j'ai pas pris de carte de parti politique, mais je me suis intéressé, je me suis rapproché d'élus qui étaient à l'Assemblée nationale, et puis j'ai fait des rencontres, parce que vous savez, dans un parcours à l'époque, il y avait des opportunités. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Raymond Aron, de passer parfois de longs moments avec lui. Il m'invitait pratiquement une fois par semaine rue du Dragon à un restaurant qui s'appelait le Tiburce, où il m'a beaucoup apporté. Et c'est lui qui m'a, à un moment, c'était dans les années 70, qui m'a présenté à un futurologue américain qui était Herman Kahn, qui avait créé le Hudson Institute, qui était un peu la petite Rand Corporation, et qui souhaitait installer un Hudson Institute en Europe. Donc j'ai passé un test et j'ai été engagé pendant 2 ans, c'est-à-dire fin 69, 70, 71. J'ai été engagé avec Herman Kahn, où j'ai vécu des moments extraordinaires. C'était un personnage à la Falstaff, une intelligence hors pair, un esprit de synthèse d'ailleurs, comme Raymond Aron. D'ailleurs, j'en ai très peu rencontré jusqu'à ma rencontre avec Alain Juppé. Donc, je veux dire, et là, j'ai passé 2 années pour vous expliquer comment ça s'est enclenché, parce que ça s'est enclenché, sont d'opportunités, le hasard faisait les choses. À l'époque, c'était Jacques Chaban-Delmas qui était Premier ministre. Pompidou avait été élu. Vous savez, c'était son fameux discours sur la nouvelle société, où on retrouve tout un tas de thèmes de l'époque. Et je me suis rapproché du cabinet du Premier ministre en expliquant à l'un des conseillers que finalement, chaque fois que le gouvernement disait quelque chose, il n'était jamais cru. Donc ce serait bien d'avoir un institut de futurologie comme le Hudson Institute pour faire un rapport sur la France. Et on a rédigé pour le Premier ministre un rapport qui s'appelait « L'envol de la France dans les années 80 ». Et donc on a publié ça à quelques-uns avec des personnalités qui aujourd'hui, comme Olivier Blanchard, qui est devenu chief économiste au FMI. Donc on a parcouru, à cette époque, j'ai vécu 2 années. Et c'est à la suite de ce rapport qu'un jour, dans l'entourage du cabinet de Chaban, alors, en passant, je pense par, à l'époque, ça devait être soit Sabouret, soit Thierry de Bossé, qui était conseiller du Premier ministre à la communication, et Jacques Delors, que j'ai connu après, avec lequel j'ai échangé beaucoup, notamment lorsqu'il avait sa revue Échange et Projet. J'ai suivi son parcours. Donc j'ai reçu un coup de fil un jour en me disant, voilà, est-ce que vous voudriez pas rejoindre le cabinet du Premier ministre? C'est Thierry de Bossé qui m'avait appelé. Alors j'ai dit bien sûr oui, pour moi c'était quelque chose. Et vous aviez quel âge à l'époque? C'était en 72, donc je suis né en 46, ça fait, voilà, j'avais 28 ans. Et donc j'ai accepté, et puis comme j'avais d'autres activités, parce que je suivais la mode, les photographes de mode, etc., j'allais à une inauguration à Djerbaladou, c'était le Club Méditerranée, et quand j'étais là-bas, j'avais passé encore une semaine, il y avait les gentils membres qui revenaient, et il y en a un qui, en descendant du car, dit le Premier ministre a démissionné. Donc je suis allé très vite dans ma case, j'ai pris toutes mes affaires, je suis rentré.
Et quand je suis arrivé, rentré à Paris, dans mon appartement, j'étais dans l'île Saint-Louis, j'ai posé mes valises, le téléphone a sonné, avant il n'y avait pas de portable, hein. Le téléphone a sonné et c'était Thierry de Bossé qui me dit, voilà, Chaban a démissionné, moi je reste, Jacques Delors m'a fortement conseillé de vous voir. Alors c'est moins drôle avec Messmer qu'avec Chaban, mais si ça vous intéresse, le poste est toujours là. Et donc je suis venu conseiller technique à la communication auprès du Premier ministre, qui était Pierre Messmer. Et donc j'ai vécu 2 ans jusqu'en 74, jusqu'à la mort de Pompidou. Et notamment, le dernier soir, où j'étais avec Pierre Messmer et on allait inaugurer le salon des composants électroniques à l'époque. C'était les premiers chips, les premières les premiers petits pas de la France dans ce domaine-là. Et en revenant, je lui adresse la parole, je lui disais, mais demain, il y a telle et telle manifestation, comment vous voyez les choses? Et il me dit... Jean-Jacques, le président vient de mourir, je vais immédiatement quai de Béthune. Et donc, on est allé dans l'île Saint-Louis et Pompidou venait de décéder. Donc après, vous savez, quand vous êtes dans un cabinet ministériel, lorsque la personne, le Premier ministre ou un ministre, ou même un maire s'en va, votre cabinet est totalement dissous. Donc j'ai vécu d'abord toute la période des élections de 74 avec la bagarre Chaban, Chirac, l'élection de Giscard, Chirac Premier ministre, et là je suis passé un petit séjour au plan. On avait le plan qui existait, d'ailleurs qui est revenu aujourd'hui avec Bayrou. Et je suis devenu directeur de cabinet du président du district de la région parisienne, qui était Michel Boucher. Et donc j'ai passé de 74 à 76 un temps à la région parisienne, qui à l'époque était le district de la région parisienne. Et j'ai commencé à m'intéresser, en tous les cas, à gérer, à agir l'aménagement du territoire. Puisqu'à l'époque, c'est l'époque où on a pris c'est l'époque où on me doit une chose, c'est d'avoir mis le péage à 50 km du centre de la capitale. Parce qu'il y a eu une grande discussion à l'époque à l'Assemblée régionale pour savoir si on le mettait à 30 ou à 50. Je dis, mais péage de Saint-Arnaud, pardon, oui, le péage à 50. C'est-à-dire qu'à partir de 50, vous ne payez plus. Tout ça, c'était parce que la région s'agrandissait, il y avait toute l'époque, la période des villes nouvelles, tout ça. Donc, j'ai continué à m'y intéresser jusqu'en 76. Et en 76, j'étais happé par un cabinet de chercheurs de tête qui un jour m'a appelé en me disant, on a votre profil, est-ce que vous ne intéresserez pas de nous rencontrer, etc. Il y a un PDG qui cherche quelqu'un auprès de lui pour le conseiller sur la relation avec les gouvernements, etc. Alors je dis, mais c'est qui? Elle me dit, on ne peut pas vous le dire. Donc, à l'entretien, quand tu la description, à un moment, j'ai dit, c'est IBM, et c'est certainement Jacques Maison-Rouge qui était président d'IBM Europe. Et j'ai passé de 76 à 86, une période de 10 années, c'est quand même important, à IBM. Et donc, à ce moment-là, plus de politique? Plus de politique, sauf lorsque... j'ai failli, parce que j'étais en même temps, j'avais avancé un peu en politique, j'étais auprès d'André Bord, qui était secrétaire général de l'UNR-UDT, et avec Charles Pasqua, nous étions ces deux conseillers. Lui a fait une autre carrière, un peu plus forte, importante, et j'étais auprès d'André Bord, tout en étant, parce que ça, vous avez le droit d'être dans un parti politique, même si j'étais dans une entreprise comme IBM. Et un jour, Pasqua me dit, mais Jean-Jacques, pourquoi je te donne Levallois. C'était aux élections législatives, je ne sais plus quand, c'était 77, je crois.
Et là, je vais voir Jacques Maisonroux, je lui dis, j'ai l'occasion de me présenter à Levallois. Et il me dit, attendez, Jean-Jacques, vous venez d'entrer à IBM, si vous commencez maintenant à revenir en politique, il faut que vous fassiez un choix. Et donc, j'ai pas été. Je sais pas ce qui serait passé, mais en tout cas, je suis pas allé. Mais en revanche, lorsque Mitterrand a été élu, lorsque François Mitterrand a été élu en 81, je suis revenu en Dordogne pour me présenter en 81 aux élections législatives. Et là, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était la ville de Sarlat. Ouais, pourquoi du coup Parce que j'avais terminé mes études, notamment en philo au collège de jésuites de Sarlat. J'avais passé jusqu'en 66, où après, je me suis marié. J'avais un enfant. Et donc, en 81, lorsqu'il y a eu ça, j'ai dit, tiens, ça, c'est l'occasion de revenir à Sarlat. Et de me présenter, parce que le pays, je vous dis, c'est surtout la ville qui m'avait pris. La ville, c'est un peu comme la mer, sur la chanson, la mer m'a pris, la chanson de Renaud. Mais là, moi, j'ai été pris par la ville, notamment, comme vous avez des balades nocturnes, il y avait beaucoup de rénovations qui avaient été faites, l'atmosphère médiévale, le silence des pierres, le Périgord, la beauté des paysages, etc. Et donc, je me suis présenté en 80 aux élections législatives. Bien sûr, je savais que j'allais être battu, mais je ne vais pas faire un mauvais score. C'est la première fois que vous faisiez une campagne? La première campagne. J'avais accompagné bien d'autres campagnes de députés, de personnalités qui sont devenues ministres. Je pense à Antoine Ruffnac, qui est disparu aujourd'hui, Jean-Philippe Leca, Yves Stern, etc. Même Mesmer, chez lui en Alsace. Enfin, donc je suis revenu, et en 81, il y avait les élections municipales qui se préparaient pour 83. Et je suis resté. C'est-à-dire que je venais tous les week-ends avec ma petite R5 de Paris. Alors là, on mettait un peu plus de temps, on mettait 6-7 heures des fois. Et donc j'étais présent sur le marché, voilà. Je me suis présenté la première fois en 83, avec des difficultés parce que j'avais été un peu imposé par Paris et même par les militants localement, et j'ai pas été élu à 83 voix près. Il y avait combien d'habitants à Sarlat à l'époque? Il y avait, c'était autour de 9500, à peu près, légèrement en dessous de 10 000. Et donc je suis resté dans l'opposition au conseil municipal, j'ai fait mon travail d'opposition, j'ai fait quelques manifestations, grosses manifestations que j'appelais la fête de la liberté. J'ai fait venir Patrick Sébastien, là, qui va être là ce soir pour le CAS, j'ai fait venir Philippe Laville, qui était un ami, Michel Leb, Patricia Cass, Johnny Hallyday, qui est venu ici, et je faisais la fête de la liberté. Et donc il y avait une partie qui était spectacle, où il y avait beaucoup de monde bien sûr qui venait, puis une partie qui était un peu plus politique avec les militants. Et donc en 89, j'ai été élu. J'ai été élu à la mairie de Sarlat, et après ça s'est déroulé naturellement. Là j'ai été happé aussi par... j'avais été happé, c'est-à-dire en sortant d'IBM en 86, comment ça s'est passé un jour, Chirac m'appelle et me dit salut Jean-Jacques, qu'est-ce que tu deviens? Je me dis, mais, monsieur le Premier ministre, je suis à IBM. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous à IBM? Tu vas t'emmerder. Alors, je suis nommé Premier ministre, est-ce que tu veux rejoindre mon cabinet? Et donc, je suis parti, retourné à Matignon. À ce moment-là, j'ai quitté IBM. C'est-à-dire, je me suis mis en dispo parce qu'en plus, à IBM, il fallait que je parte aux États-Unis. Alors là, j'ai fait un choix. Ça m'était difficile de quitter la France. J'étais pas aussi mobile que peuvent l'être les jeunes aujourd'hui. J'avais la possibilité de faire une carrière à Armonk pour un temps, et puis après revenir en Europe, etc. Mais ça m'a passionné à l'époque. IBM, c'était l'époque de Big Blue. Le livre de René Victor Fields, vous savez, sur l'imprécateur, c'était le moment où on attaquait les grosses multinationales, etc. Et la politique d'IBM était de s'ouvrir, d'expliquer ce qu'ils faisaient, ce qu'était Big Blue, etc. Donc j'ai passé des moments extrêmement
extraordinaire, passionnant. Et j'ai vu les deux grosses erreurs qu'a fait IBM, c'est-à-dire de ne pas croire au petit système. C'était le début d'Apple, enfin Macintosh. IBM n'y a pas cru parce qu'il était sur les gros systèmes. Alors, je ne sais pas si c'était leur rôle, s'ils ont raison. En tous les cas, je me souviens de réunions importantes qui avaient lieu à IBM, et notamment aux États-Unis, où les dirigeants de l'époque, certains des dirigeants de l'époque, ne croyaient pas du tout au petit système. C'était à l'époque où le Macintosh venait juste de sortir. Et puis une deuxième grosse erreur, c'était Moreno. C'est qu'un jour, Jacques Mézourouge me dit « Tiens, j'ai rencontré quelqu'un, il me paraît curieux, Jean-Jacques, vous devriez le recevoir. » Et je reçois un monsieur qui arrive, qui avait un costume un peu débraillé, une certaine corpulence, et qui me fait voir une petite carte à mémoire, et qui me dit « Ça, c'est l'avenir, etc. » Et c'était Moreno, c'était la carte à puce. Et IBM est passé à côté, et puis après, c'est devenu autre chose, parce que là aussi, IBM n'y a pas cru. Et c'était là, il me faisait voir. Il a été reçu. Après, j'ai dit à Jacques, vous devriez le voir, parce que je suis pas un spécialiste, etc., mais ça me paraît extrêmement innovant. Donc, en 86, Chirac m'appelle, et donc me revoilà en politique au cabinet du Premier ministre, et en même temps au RPR avec Alain Juppé, qui à l'époque en 86 était ministre, secrétaire d'État au budget, puis ministre du budget. Et donc j'ai passé toute cette période de 86 à 88 avec les élections de 88. Et en 88, là, j'ai monté dans la hiérarchie, je suis devenu secrétaire général adjoint, et j'étais avec tous ceux dont vous avez entendu parler, vous connaissez peut-être, Sarko, Juppé, Toubon, Pasqua, Seguin. Donc là, j'étais dans le carré, dans le dernier carré, quoi, autour de Chirac. Et il y a eu l'épisode 93. Alors en 93, c'est Chirac qui a dirigé toute la campagne législative. Mais il est venu me soutenir en 93. On avait fait une réunion assez fantastique et gaie. Je veux dire, le problème des réunions politiques aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on y va comme si on allait à un enterrement. Mais là, c'était la joie, tout le monde rigolait, etc. On avait fait une belle réunion à Terrasson, et j'avais en face de moi Roland Dumas. Et donc, Chirac me dit à Terrasson, il me dit « Mais tu vas être élu, je le sens ». Et j'ai effectivement été élu, donc j'ai passé 93 à 95 à l'Assemblée. Donc là, vous étiez député-maire à ce moment-là. Là, j'étais député-maire, j'étais à l'Assemblée, et j'ai préparé avec toute l'équipe, et notamment Alain Juppé, la campagne de 95 de Jacques Chirac. Là aussi, c'était des réunions qui étaient assez conviviales, je dirais. Il n'y avait pas cette espèce on a l'impression de pression, de contrainte. On amenait une idée, elle était discutée. On était moins stressés. Bien que c'était pas facile, hein, la campagne de 95, parce que je vous rappelle que c'était Balladur qui était Premier ministre, et au bout d'un moment, Balladur pour même plus Chirac au téléphone. Donc il y avait quand même une très forte tension, et petit à petit, on a vu la courbe s'inverser, et on a vu que Chirac allait probablement gagner, ce qui s'est passé, et puis je suis rentré dans le premier gouvernement et le second gouvernement d'Alain Juppé jusqu'à la fameuse dissolution. Donc voilà, et parallèlement, bien sûr, j'étais sur Sarlat, ce qui donne beaucoup plus de moyens lorsque ce gouvernement, c'est là aussi un des éléments importants. Quand vous voyez ce que Juppé a fait de Bordeaux, c'était un peu la Belle au bois dormant, pendant la dernière période de Chaban. Il a vraiment révolutionné tout ça. Et puis à Sarlat, moi je dirais qu'il restera beaucoup de choses, si vous voulez. La ville avait bénéficié et été citée dans le cadre de la loi Malraux, puisque c'est une des villes que Malraux avait repérées, si ce n'est la première,
pour l'application de sa fameuse défiscalisation et pour la création des secteurs sauvegardés. Et d'ailleurs, le conseiller d'État qui était ici, qui était Henri de Ségogne, était au cabinet de Malraux, et il a tapé le projet de loi, parce qu'à l'époque, on le tapait sur une machine. En l'occurrence, c'était une Remington que j'ai retrouvée dans les greniers, et on tapait les textes à la machine écrire avec 2 doigts, quand on ne savait pas bien taper, et lorsqu'il y avait une secrétaire qui savait le faire. Et donc, la loi Malraux, c'est la défiscalisation, je dirais, c'est le vertical. C'est-à-dire, ce sont les immeubles, les particuliers, vous savez, les créations. À l'époque, c'était une grosse activité. Maintenant, ça a été... c'est moins d'abord parce que beaucoup de choses ont été faites dans les grandes villes. On a commencé, il y a une dizaine d'années, à se tourner vers les petites villes comme Sarlat. Mais c'était le vertical. Et moi, là, ce que j'avais en tête, c'était de traiter l'horizontal, c'est-à-dire d'enlever tous les goudrons, les trottoirs, et de remettre les pavés tels qu'ils étaient au XVIe et XVIIe siècle, ce que j'ai fait dans toute la ville. Et ça, vous aviez déjà travaillé sur l'aménagement du territoire en Île-de-France ou... Non, ça c'est... je ne sais pas d'où ça vient, c'est une pulsion, je dirais. C'est certainement, ça vient de l'époque où j'étais au collège de jésuites, la cité médiévale, les pavés, les quelques pavés qui restaient, de dire mais comment était cette ville avant, etc. Et parce que sur la place, c'était un parking quand j'ai été élu. Donc aujourd'hui, on a même réouvert une carrière du XVIIe siècle pour retrouver les pavés, pour pas les faire venir de Chine. Et donc, on a lancé d'ailleurs la rénovation des centres-bourgs à partir des opérations qui sont faites à Sarlat. Et ça a été... C'était un peu un laboratoire, Sarlat, à l'époque. Oui, à l'époque, oui. Parce que après, toutes les communes autour se sont mis, et les entreprises s'y sont mis. Ils ont découvert que c'était possible. Après, il y a eu beaucoup d'épisodes qui se sont succédés sur la ville. Et d'ailleurs, petit à petit, on était arrivé, dans les années 2011, on était arrivé à un pic de population, on avait dépassé les 10 000. Il y avait... et à partir de 2011, je dirais de 2011 à 2014-2015, il y a eu une baisse de la population pour une raison, il y en avait d'autres aussi, mais pour une raison essentielle, c'est la création des locations saisonnières. Et tout le centre-ville, si vous voulez, on doit avoir plus de 140 immeubles, appartements, locations, etc., qui ne sont plus loués à l'année. Donc on était passé du centre-ville, je parle du secteur sauvegardé, de 500 à 1000 habitants, et on est redescendu aujourd'hui à 500, à peu près. 500, 600. Et donc, c'est pour ça que toute la politique qu'on est obligé de développer aujourd'hui, c'est d'essayer de récupérer, Alors, on ne peut pas le faire. Moi, j'avais rencontré à une époque le Canuet qui était à Rouen. Quand vous regardez Rouen, qu'est-ce qu'il a fait? La ville avait les moyens, parce que c'est une grande ville. Il avait racheté dans le centre historique, il rachetait tous les immeubles, de manière à pouvoir en maîtriser les commerces, et pouvoir surtout en maîtriser les logements. Donc aujourd'hui, tous les maires d'ailleurs de villes comme ça, que ce soit La Rochelle, que ce soit des villes comme... qu'est-ce que je pourrais citer enfin, vous avez partout en France, toutes les villes touristiques, en Corse notamment, sont un peu ligotées par cette affaire de location saisonnière. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, parce qu'il en faut, ça fait bouillir la marmite, ici, c'est évident. Mais le problème, c'est que vous avez des promoteurs qui achètent un immeuble, un petit immeuble, qui louent le rez-de-chaussée pour un commerce, alors quel qu'il soit, que ce soit un commerce de nourriture, bien souvent, surtout dans les villes touristiques, et qui oublie les étages supérieurs. Et parfois, ces étages supérieurs sont vides, ou bien ils sont restaurés, rénovés à l'intérieur en location saisonnière. Et les gens vous disent, les propriétaires vous disent, mais attendez, moi je préfère louer. En plus, on a allongé largement
la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on est passé de 3-4 mois aujourd'hui à 9 mois. Vous avez ici des locations qui fonctionnent pendant 9 mois. Et ils vous disent, moi je préfère louer ça me rapporte 2 fois plus et je suis pas emmerdé par un locataire qui va pas payer ou qui va détériorer le bien, etc., etc. Donc ça, c'est un phénomène auquel on est confronté. Je crois que le gouvernement a pris quelques mesures qui, à mon avis, sont trop timides. On fait régulièrement remonter ça à l'AMF. La Rochelle, c'est classique. Il y a des villes qui ont essayé de prendre des arrêtés pour endiguer ça, mais qui ont été cassés au Conseil d'État. Et ça a apporté des problèmes supplémentaires parce que quand vous avez... alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans lesquels il faut se projeter en tant que maire, mais vous avez par exemple le problème de la tarification incitative sur l'enlèvement des ordures ménagères. C'est-à-dire que vous allez avoir une carte, vous aurez quoi déposer, ça dépend, 1 ou 2 fois par semaine, un petit sac de 30 litres. Mais comment vous faites sur les locations saisonnières, sur les renouvellements, sur les gens qui passent, etc. Donc c'est tout un tas de difficultés, de contraintes auxquelles on doit faire face et qui trouveront leur solution, mais qui font bien voir que les choses ont changé, que les paramètres ne sont plus les mêmes et qu'il faut arriver à trouver une bonne route qui puisse se poursuivre. Alors, comment on passe de maire de Sarlat à ministre de l'Outre-mer? En fait, c'était quoi le lien? Ouais, bah ça, c'est les gouvernements. Hein. Je veux dire, le Premier ministre propose, le Président de la République décide. Je devais être à l'aménagement du territoire. Et puis Éric Raoult avait renoncé à l'outre-mer parce qu'il avait quelques problèmes de santé. Et puis, sans même me prévenir, enfin, j'étais prévenu par un conseiller de Chirac, mais Juppé ne m'avait même pas prévenu. J'étais passé de l'aménagement du territoire à l'outre-mer. Donc, dans l'annonce, j'ai vu que j'étais ministre de l'outre-mer, je ne pouvais pas faire autrement. Et puis Chirac m'a appelé immédiatement en me disant « Mais tu vas très bien l'outre-mer, tu vas bien régler tous les problèmes, etc. » Et le problème que j'ai eu, c'était la Nouvelle-Calédonie, là où le président de la République est en ce moment, avec Jacques Lafleur, avec toute la poursuite des accords de Matignon avec Rocard. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, parce que c'était un esprit brillant, inventif, avec beaucoup de recul. C'est un personnage extraordinaire. Les Français l'ont mal connu, ou en tous les cas méconnu. Alors, il avait une relation un peu conflictuelle avec François Mitterrand, mais c'était un personnage assez extraordinaire. C'est lui qui a créé le RMI, d'ailleurs. C'est, entre autres, il avait, je crois, il devait avoir une proposition toutes les semaines, une proposition nouvelle toutes les semaines quand il était à Matignon. C'était vraiment une mécanique assez extraordinaire. D'ailleurs, Chirac m'avait dit, tu devrais parler avec Rocard pour la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et puis après, j'ai été nommé au tour extérieur au Conseil d'État en 96, et j'y suis resté jusqu'à l'âge limite, avec une prolongation que m'avait accordé le président de la République de 3 ans, et j'ai quitté le Conseil d'État à 69 ans. Ok. Donc là, vous êtes encore conseiller d'État ou pas? Honoraire. Honoraire, d'accord. Honoraire. On avait des petites missions, c'est-à-dire qu'on peut avoir des petites missions ici ou là. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste, le rôle de conseiller d'État? Vous avez, pour simplifier, vous avez deux grands piliers. C'est le contentieux et l'administratif, c'est-à-dire le conseil au gouvernement, enfin le conseil, l'examen des textes qui vont être proposés par le gouvernement, que ce soit des décrets, des textes de loi, etc. Donc sur contentieux, c'est simple. C'est le Conseil d'État juge parfois en premier et dernier ressort, mais souvent en cassation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes passé au tribunal administratif pour un permis de construire, vous allez en cour d'appel, puis après, vous arrivez au Conseil d'État, qui casse, qui ne casse pas, qui ne vous donne raison, etc., qui renvoie
souvent au tribunal administratif, à la cour d'appel, pour que le jugement soit modifié en fonction de ce qu'il a dit. Donc ça, c'est la partie contentieux. Et vous avez la partie, je dirais, les sections administratives, qui, elles, passent en revue. Par exemple, vous avez un décret qui va sortir, il y a un rapporteur qui est nommé, qui examine si ce décret est conforme aux lois, à l'application de la loi, à la Constitution, etc. Et qui, avec les représentants du gouvernement, selon le ministère, va appeler l'attention sur tel ou tel passage, appeler à modifier. Et après, une fois qu'il est passé en Conseil d'État, il passe en Conseil des ministres et soit il est signé si c'est un décret, soit si c'est une loi, elle passe en Conseil des ministres et après elle est présentée à l'Assemblée. Donc il y a déjà, je dirais, un premier tri qui est effectué par le Conseil d'État. Et après, s'il y a un recours, ce recours se fait au Conseil constitutionnel lorsque la loi est votée. Et le Conseil d'État, d'ailleurs, peut être amené également à juger de la constitutionnalité de l'application d'un décret dans la mesure où il est saisi. Si vous avez par exemple une loi que vous estimez qu'elle n'est pas appliquée comme elle devrait l'être, vous saisissez le Conseil d'État par recours pour excès de pouvoir, de manière à ce que le Conseil d'État se prononce de savoir si la loi est bien appliquée ou non. Donc c'est une institution qui a été créée par Napoléon Ier, mais c'est une institution extrêmement importante comme le Conseil constitutionnel. À mon avis, le Conseil d'État, c'est un peu la fabrique du droit, je dirais, parce que c'est l'interprétation de l'application des textes et de ces dispositions qui parfois sont assez complexes et compliquées. Et le Conseil constitutionnel, c'est garant de la Constitution avec ces deux organismes. À mon avis, ça explique beaucoup que la République est bien tenue tout ce temps-là. Parce qu'il y a, alors on me dirait dans d'autres pays, il y a des cours constitutionnels, etc. Mais nous, on a ces deux systèmes, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui sont quand même, je dirais, la structure même qui consolide un peu toute la marche juridique du pays. Donc pour revenir à votre rôle de maire, parce que donc vous avez exercé différentes fonctions et mandats au lien, avec à l'échelle nationale. En quoi la fonction de maire c'est particulier et pourquoi est-ce que c'est le mandat auquel vous avez le plus tenu le plus longtemps ? Parce que la fonction de maire c'est une fonction directe. Vous savez, une fois, Chirac m'avait dit mais pourquoi tu vas te présenter à Sarlat, ce sera impossible pour toi, ce sera difficile, etc. Parce que c'était compliqué de faire des allers-retours, c'est pour ça qu'il vous Non, disait, c'était très compliqué de faire des allers-retours. Lui, ouais. il savait de quoi il parlait, puisqu'il était en Corrèze. Ouais. Il avait sa petite 403 avec laquelle il avait fait. Il m'a dit, c'est plus comme avant, c'est compliqué, etc. Et puis, le pays, ma sensibilité politique ne collait pas tout à fait au pays. Puisque le pays, le député à l'époque était communiste, le maire était communiste, etc. Et donc je lui ai dit, vous savez, je pense que c'était Pline le Jeune, mais on me dit que c'est plus tard, que maintenant je suis plus dans une petite dissertation que j'avais traduite, une traduction qui était en latin. Un jour, le grand César se retrouve dans un village gaulois de 500 habitants et il se passionne pour l'élection du village, du chef du village. Et au bout d'un moment, ces généraux qui en ont marre lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ? On perd notre temps, il faut avancer. » Et César lui « Et pourquoi tu te passionnes pour l'élection de ce petit chef ?» Et César lui dit « Souviens-toi, il vaut mieux être le premier dans ce village que le second à Rome. » Et à l'époque, César était le second à Rome, puisque c'était Pompée qui était premier consul. Donc voilà, l'idée, ce qui s'attache à la ville, parce que moi j'ai commencé par être beaucoup attaché à la ville, et puis après au Sarladais, parce qu'au bout d'un moment, vous les connaissez pratiquement tous.
Et après, vous êtes en relation directe avec les problèmes. Alors, bien sûr, certains vous diront ce sont des problèmes emmerdants, la route qui est mal faite, l'éclairage, les écoulements d'eau. Et puis après, il y a les structures que vous installez, les services publics. Moi, quand je suis arrivé, il y avait la NPE, il y avait 2 personnes. Aujourd'hui, j'ai une mission locale avec plus de 18 personnes. Donc, c'est la mise en place, la prise en compte, de se dire que finalement, on apporte des réponses. Alors, c'est consciemment ou inconsciemment, parce que on n'est pas là pour dire, regardez ce que j'ai fait, c'est génial. Mais ça répond à des besoins. Répondre à des besoins, d'abord. C'est ici, on est une ville, on doit être pas loin de 10 000 habitants, parce qu'il y a des mouvements de population en ce moment. C'est-à-dire qu'après le Covid, il y a tous les seniors qui ont voulu débarquer. Maintenant, ils s'en vont. Enfin, beaucoup s'en vont. Pourquoi ? Parce qu'ils posent une seule question, comment est organisé le système de santé ? Et ils préfèrent être dans une métropole où il y a un CHU, etc. En revanche, vous avez beaucoup de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à la ruralité, et la seule question qu'ils posent, c'est est-ce que vous avez la fibre ? Parce qu'ils travaillent à domicile, par Internet, et puis après ils peuvent aller à Bordeaux, ils peuvent aller à Toulouse, ils peuvent prendre l'avion pour aller à des réunions qui se tiennent en Allemagne, en Espagne, etc. Et ça, c'est un mouvement qu'on ressent. Alors quand je dis ce sont des jeunes, c'est plutôt des jeunes entre 30, 35, 40 ans. Vous voyez, c'est un public qui est différent et qui aspire justement à une tranquillité, qui n'ont pas une qualité de vie, un niveau de vie qu'ils ne retrouvent pas lorsqu'ils sont dans les métropoles qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que les métropoles ne sont pas bonnes à vivre aussi, il y a d'autres intérêts. Mais ici, quand vous êtes à Sarlat, vous pouvez prendre demain le train ou votre voiture pour aller à Bordeaux et aller assister à un concert ou au théâtre ou à des expositions, etc. Donc il n'y a plus ces obstacles-là. C'est comme quand vous partez à l'étranger. Aujourd'hui, vous partez pour 3 semaines, 500 € à Marrakech. Pour 1 semaine, 500 € à Marrakech, aller-retour. Donc la vie a totalement changé. C'est plus du tout la même chose. Donc pour revenir à votre question, si vous voulez, ce qui a été intéressant, c'est ce qu'on a pu créer, parce qu'en fait, quand les gens viennent ici, notamment les nouveaux arrivants, ils veulent être traités comme s'ils étaient dans une grande ville. Donc la mise en place, le développement, la création de la communauté de communes, puisque je préside aussi la communauté de communes, et avec le président du département, Germaine Apéro, nous co-présidons le pays que j'avais créé en 97, le pays du Périgord noir. Donc on est face à des défis. Le défi de l'agriculture, de la désindustrialisation. Regardez, sur l'agriculture, on est en train, j'espère qu'on va y arriver, à créer un abattoir de volailles grasses, ici. Pourquoi ? Parce que vous avez plein de producteurs, de petits et moyens producteurs autour, qui vont être, et qui sont déjà d'ailleurs soumis aux règles européennes, notamment en termes d'abattage. Le foie gras ici est emblématique, notamment le foie gras doit l'identité de la ville avec l'Oie est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, on importe 90% de notre production de foie gras d'Oie, à peu près, 90-95. On est autosuffisant en canard, indépendamment de l'épisode de grippe aviaire, etc., dont je pense qu'on sortira d'ici la fin de l'année avec le vaccin. Mais par exemple, cette structure, il a fallu l'imaginer, il a fallu ressentir qu'il y avait ce besoin, il a fallu convaincre les agriculteurs, et puis on a l'impression qu'on fait avancer, c'est pas on a l'impression, je pense qu'on fait avancer les choses, et qu'on fixe aussi une certaine forme d'agriculture et de production. Après, vous avez des catastrophes qu'on a eu à gérer, c'est le tabac. On a les entrepôts de tabac où il y a eu jusqu'à 350 personnes. Les derniers sont partis il y a 2 ans, ils étaient 33. Donc il nous reste un employé puisqu'on a repris l'ensemble du site de France Tabac où d'ailleurs on a installé les nouveaux bureaux de la communauté de communes, notamment, et où on a des projets, notamment le projet que vous avez peut-être vu, on a été labellisé pour la forêt de l'image, vous savez, le grand
programme qui a été lancé par Emmanuel Macron sur la réalisation de studios de cinéma, puisqu'ici on a pas mal de tournages, et on a surtout 150 à 180 intermittents qui sont dans tout le Périgord Nord, autour, jusque dans le Lot, etc., et qui sont ici et qui participent à des tournages de films, mais ils vont à Nice, ils vont dans les lieux où se tournent les films, et là on a quand même une population, une main-d'œuvre qui sont des spécialistes de tout ce qui tourne autour du cinéma, et c'est pour ça que nous avons eu dernièrement encore un certain nombre de tournages qui ont eu lieu ici à Sarlat, et notamment le dernier duel de Ridley Scott. La classe. Et donc, est-ce que vous pensez que ça manque justement des politiques à l'échelle nationale qui ont un ancrage local? Est-ce que... Oui, ça c'est une absurdité. Là, on a fait n'importe quoi. C'est comme le mandat du président de la République à 5 ans. Enfin, ça, c'est des opinions à la fois personnelles, mais je pense qu'elles sont aussi partagées. Vous ne pouvez pas être... Il faut avoir un ancrage politique. Alors, c'est pas une obligation, mais l'interdire, c'est une absurdité. Parce que rien ne vaut le mandat de maire ou de conseiller, même de conseiller régional ou de conseiller. Alors, encore que conseiller régional, vous pouvez l'être, sauf si vous êtes président du conseil régional. Pas de fonction exécutive. Bon. Mais parce que c'est les pieds sur le terrain. Vous voyez des choses que le parlementaire, il est hors sol. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans la nouvelle Assemblée, vous avez plein de parlementaires qui sont hors sol. Quand vous voyez les prises de parole, les insultes des uns et des autres, ça n'a plus rien à voir avec l'approche concrète de la vie, encore qu'au Sénat, où les sénateurs, dans leur sagesse, travaillent un peu plus en profondeur. Mais là, à l'Assemblée, c'est pas... C'est parce que les gens savent pas aussi. Qu'est-ce qu'on voit à l'Assemblée? On voit les questions orales. C'est une empoignade perpétuelle des uns des autres, parfois des insultes, ce qui n'existait jamais, ça n'a jamais existé avant. C'est qu'à mon époque, on ne pouvait pas rentrer à l'Assemblée nationale avec sans cravate. Donc, alors, c'est pas la cravate qui est le truc, mais on s'en fout. Mais le problème, c'est que l'institution n'est plus respectée. C'est le respect de l'institution, parce que tout le travail, il se passait où? Il se passe dans les commissions. Dans les commissions, vous avez des parlementaires qui sont extrêmement avertis, vous avez des équipes de l'Assemblée nationale, d'administrateurs qui sont au top, etc. Vous avez un gros travail qui se fait, mais les gens ne le voient pas. Après, les gens ne comprennent pas l'application des institutions. Quand on vous dit, par exemple, que la réforme de retraite n'a jamais été votée, mais elle a été votée indirectement par le dispositif de la Constitution. La Constitution, elle avait été inventée à l'époque où il y avait des gouvernements qui n'avaient pas de majorité. Et précisément, il y a une disposition qui prévoit que le gouvernement peut engager sa responsabilité. Et s'il y a une opposition qui est capable de devenir une majorité, à ce moment-là, elle vote la censure. Sinon, le texte est adopté. Donc, c'est un dispositif constitutionnel. À présent, on peut toujours le changer, mais il faut réformer la Constitution. Donc, dire que le texte n'a pas été voté, non. On peut dire que le texte n'a pas été refusé. Donc là, on dit que, en fait, globalement, les Français, ils ont du mal à comprendre le millefeuille administratif et la Constitution, comment fonctionne notre système politique. Et justement, vous avez dit à Sarlat, donc, vous avez la mairie, la communauté de communes, le pays. Est-ce que ça s'est compris par vos concitoyens Alors, la mairie, tout le monde le comprend. Parce que le moindre incident, c'est le maire. Même si ce n'est pas sa compétence. Par exemple, on a des difficultés à dire, oui, mais là, vous êtes sur une route départementale, donc c'est la compétence du département, c'est pas la mairie, etc. Mais c'est normal, l'administré, c'est pas son problème. C'est à nous de régler la feuille de musique. Hein. Je veux dire, c'est pas son problème de savoir qui est responsable. Donc, il vient voir le maire, ou l'adjoint du maire, ou les services de la mairie, parce que c'est l'accès le plus direct qu'il a.
Et donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer d'apporter une réponse qui soit la plus lisible, la plus compréhensible possible à l'administré qui est en droit de recevoir une réponse. Alors, on peut aussi procéder à avoir une pédagogie. Quand on vous dit j'ai cette route, là, elle est en mauvais état, etc., on peut expliquer qu'il y a une programmation, qu'on ne peut pas le faire cette année, qu'on peut le faire en 2024 et pas en 2023, par exemple, etc., etc. Alors, ça marche, mais ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut l'expliquer, qu'il faut le dire, mais il ne faut jamais les laisser en sustentation sans aucune réponse. Et ça, c'est un rôle. Quand vous accumulez toutes les attentes des uns et des autres, etc., vous avez une information qui est très forte, c'est-à-dire sur la direction que prennent les attentes de vos concitoyens. Et ça, au niveau national, ça sert le député ou le sénateur. Mais s'il n'a pas les pieds dans le cambouis ou dans la terre, il ne peut rien savoir. Entre les mouvements écologistes, entre les mouvements violents, entre les Black Blocs, etc. Ça, c'est la vie nationale. Mais intrinsèquement, lorsque vous préparez un texte, bien souvent, il y a des textes qui tombent à côté de la plaque. Ou bien, ce sont des textes nationaux qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et qui ne font pas la différence d'une zone rurale, d'une petite commune, d'une commune moyenne ou bien d'une métropole. Donc cette application, par exemple, on vient d'adopter notre plan local intercommunal d'urbanisme. La règle a été mise par nos gouvernants, par l'Assemblée, etc., de dire qu'il faut diminuer toutes les surfaces constructibles de 50%. Ce qu'on a fait dans le nouveau PLU. Mais autant on peut le comprendre autour des métropoles, etc., parce qu'il y a eu des fois des extensions qui ne sont pas bonnes, autant le maire, en règle générale, ou le président de la communauté de communes, il a un peu de bon sens. Et puis, il a les adjoints, les vice-présidents autour de lui qui lui disent « Non, ça, il ne faut pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, etc. » Donc, il y a une discussion, puis l'habitant avec lequel il est en relation directe. Donc, ce bon sens devrait permettre un peu plus de souplesse. D'ailleurs, le gouvernement, il travaille aujourd'hui de donner un peu plus de souplesse aux zones rurales. Mais on ne peut pas plaquer, aujourd'hui, on ne peut pas plaquer des textes uniformes sur l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les régions demandent bien souvent des possibilités d'adaptation ici ou là. Donc, on a, sur un autre côté, on a trop compliqué le dispositif. On a mis les régions, l'Europe, donc c'est normal que la personne... Alors, à partir du moment où elle n'y voit pas clair, c'est ce qu'elle fait. Elle va voir le maire. Et le maire doit lui apporter directement une réponse. On vous dit en économie d'énergie, il faut faire des économies d'énergie, il faut éteindre. Bon, on éteint la nuit. Vous allez immédiatement dire, moi je ne vois plus chez moi, comment ça se fait qu'à partir de minuit, ça ne marche plus. Donc là, il y a une pédagogie où il faut expliquer, mais ils comprennent. Et ils entrent là-dedans. Il y a toujours des récalcitrants, mais... et ça, le député ne peut pas le faire. Hein. Ce n'est pas parce qu'il pose une question orale à un membre du gouvernement qu'il a réglé, qu'il a apporté une réponse. Donc, c'est un peu hors sol. Il n'y a pas cette osmose qu'il y avait. Vous savez, à l'époque, quand j'étais député, quand je venais visiter une commune, etc., c'était un événement. Aujourd'hui, on brûle la voiture du député, en tous les cas de la députée à l'époque, qui était ici parce qu'elle était macroniste, etc. Donc les temps sont plus du tout les mêmes. Donc comment faire pour maîtriser ça? Alors il ne s'agit pas de maîtriser, mais il s'agit de le comprendre et puis d'apporter des réponses qui soient plus fluides. Mais nous, en tant que maire, les textes aujourd'hui nous compliquent la vie. Mais comment vous gériez au niveau de temps entre être député, être maire, votre vie personnelle, les allers-retours? Ça se gère. D'abord, vous avez des collaborateurs qui vous pouvez avoir confiance et qui savent exactement quelle pourrait être votre réaction, qui vous préviennent. Et puis après, il faut prendre la décision très vite.
Vous savez, quand vous êtes dans l'action, il faut vraiment que vous ayez réfléchi avant à ce que vous voulez faire. Quand j'ai été maire de Sarlat, je savais que je voulais m'attaquer aux espaces horizontaux, aux espaces publics. Tout le monde m'a dit que j'étais fou quand j'ai commencé à ouvrir la ville, parce que dessous, il y avait des réseaux de gaz qui dataient de la Première Guerre. Enfin, c'était épouvantable. Mais on y a réussi parce qu'on sait ce qu'on veut faire, on avance. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile et plus compliqué. Et pour la définition d'un projet à l'échelle locale, est-ce que c'est important d'avoir aussi d'être attaché à un parti politique d'envergure nationale? Est-ce que ça vous a nourri pour Sarlat? Je ne peux pas dire non, parce que d'abord j'ai eu des personnalités qui appartenaient à ma sensibilité politique, qui sont venues, qui m'ont aidé, qui ont débloqué des crédits, qui sont intervenus. On les connaissait, enfin je les connaissais tous, j'étais dans le vivier, quoi. Donc ça a servi. Après, au début, j'ai eu l'investiture, mais après, je la demandais même plus. Je me présentais, personne ne m'emmerdait parce qu'on savait que j'étais là, quoi. Mais l'importance du parti politique, vous le voyez, notamment après l'élection d'Emmanuel Macron, là, sa première élection présidentielle, vous avez vu l'Assemblée, ce qu'elle a donné. Même, il y a eu une majorité de gens nouveaux que personne ne connaissait, qui avaient été élus derrière. Ça, c'est parce que c'était En Marche. On a connu ça au RPR, on a connu ça avec le PS, etc. Donc là, ça sert. Après, est-ce que ça sert aujourd'hui? Je dirais non. Aujourd'hui, moi, j'ai démissionné à l'époque de l'élection présidentielle de la primaire, quand il y a eu les histoires Juppé-Fillon. J'ai rejoint en soutenant Macron. Je crois que j'étais parmi le premier juppéiste à le faire. Mais j'ai pas adhéré à En Marche. Ça aussi, c'est à cause de mon parcours, parce qu'au bout d'un certain moment, on n'a pas besoin d'adhérer. Mais j'apporte aujourd'hui mon soutien à Édouard Philippe. Je ne peux pas dire, encore une fois, je vous redis, que ça ne sert à rien. Mais après, quand vous faites votre route, ici, moi, si je fais un peu une rétrospective, j'ai un peu avancé tout seul, ici à Sarlat, avec... en sollicitant ici ou là le président, tel ministre, etc. Mais j'ai fait ma route un peu tout seul, sans m'engager, vous voyez, par exemple, dans des grosses structures qui sont nécessaires, comme l'Association des maires de France. Quand j'étais au département, pareil, j'étais pas dans l'association des conseillers généraux à l'époque. Quand j'étais à la région, c'est pareil. J'ai pas recherché. J'ai toujours pensé à Sarlat, bien sûr, d'ailleurs au Périgord, et à faire ma route. Il s'est pas passé un moment quand j'étais au gouvernement sans que je ne sache ce qui se passait à Sarlat, quel était le problème à régler, etc. Alors à l'époque, c'était bien sûr très facile parce que vous avez besoin d'une rallonge budgétaire dans les règles, sans outrepasser. Vous appelez le secrétaire d'État au budget ou le ministre des Finances en lui disant il faut que tu donnes un coup de main là, etc. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est beaucoup mieux encadré, c'est plus difficile. C'est une bonne chose. Mais, oui, par exemple, l'un des problèmes auxquels on se heurte, on n'a pas l'ingénierie qui est nécessaire pour construire un projet. Et on peut l'avoir, mais ça coûte très cher. Quand vous voulez faire un stade, quand vous voulez faire une médiathèque, vous êtes obligé d'avoir des spécialistes, etc. Et ça nous coûte aussi cher que si j'étais maire de Bordeaux. Et alors la région a fait beaucoup d'efforts. L'État en fait un peu, c'est-à-dire qu'il vous finance un manager de commerce, mais il le fait pendant 2 ans. Il faudrait réinternaliser des compétences, selon vous, en ingénierie, de gestion de projet, à l'échelle locale? On a besoin de moyens pour saisir. Je ne sais pas combien de cabinets on a saisis depuis une dizaine d'années, mais c'est astronomique.
pour l'eau, pour l'assainissement, pour les assurances, pour même la construction d'un projet, une médiathèque, pour les pistes cyclables, pour les zones économiques, etc. Vous vous rendez compte que là, on veut agrandir une zone économique qu'on a avec le CIDES que je préside, qui est un syndicat intercommunalité entre la communauté de communes de Fénelon et celle de Sarlat-Périgord-Noire. Pour 7 hectares, on en est à 280 000 euros d'études. Loi sur l'eau, saisonnalité, fouilles, etc. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Dans nos budgets, c'est plus possible. Avant, l'État faisait beaucoup de ces études. C'est l'État qui nous accompagnait. L'étude d'impact que réclamait sans cesse Chirac, etc., c'est l'État qui la conduisait. Là, il y avait certes d'autres difficultés parce qu'on n'était pas toujours d'accord avec l'approche qui était faite par l'État, mais on était moins sous pression. Et comme c'est le fonctionnement qui est le plus difficile pour nous, aujourd'hui, dans toutes les collectivités, ça pose de sérieux problèmes. Et comme en plus, les recettes de fonctionnement qu'on a, on ne les maîtrise pratiquement plus. La taxe d'habitation a disparu. On n'a que la taxe foncière, mais comme elle est la plupart du temps élevée, on ne peut pas la toucher. Et puis après, vous avez les curseurs sont réduits. Mais en revanche, vous avez tout le problème du traitement des déchets, les prix augmentent, tout le problème de l'apport, notamment pour les services de secours à l'incendie, augmente, les transferts de l'État, notamment les cartes d'identité et les cartes et les passeports, maintenant qu'ils sont gérés par nous, même si l'État nous donne un pécule par an, c'est nous qui devons le gérer. L'instruction des permis de construire, jusqu'à une certaine époque, elle était gérée par les services de l'État. Aujourd'hui, c'est mon service instructeur, c'est la communauté de communes, c'est 300 000 euros par an. Donc tout ça fait que, et puis non seulement ça, mais il y a aussi les ponctions qui ont été effectuées sur les collectivités. Les ponctions au niveau de la DGF. Donc, il y a à la fois une recentralisation, une reprise en main des services de l'État, mais en même temps des transferts de charges qui font que il n'y a plus du tout d'équilibre. Il n'y a plus du tout d'équilibre. Donc aujourd'hui, ça fait 34 ans que vous êtes élu. Est-ce que vous vous lassez pas, justement, c'est en plus cette difficulté qui augmente Bon, il y a un moment où il faut s'arrêter aussi. Mais me lasser, non, parce que chaque jour, vous avez, alors c'est un problème, chaque jour, vous avez un, deux ou trois événements différents à régler. Donc, c'est la logique de la bicyclette. Tant que vous pédalez, vous tombez pas. Et ça, c'est évident. En plus, on a des moments de grande joie, notamment quand le club de rugby a gagné le bouclier de Brennus en Fédéral 3. Vous avez, là c'est agréable de voir tout un tas de gens, de touristes qui baladent, qui sont un peu moins stressés qu'on peut les voir le reste de l'année. Vous avez aussi le pays, quand vous allez vous balader autour de Sarlat, c'est agréable. Donc il n'y a pas de fatigue. Des fois il y a des agacements, des énervements. Par exemple, les points d'apport volontaire, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens balancent leurs trucs autour, c'est dégueulasse, alors qu'ils peuvent les mettre dedans. Des fois, vous en avez qui balancent leur sac sans même le mettre dans la borne d'apport volontaire. Je veux dire, donc tout ça, il faut reprendre, il faut mettre en place, il faut éduquer, il faut essayer de redresser ça, mais ça prend du temps. Donc on ne s'ennuie pas. Pour répondre différemment à votre question, on ne s'ennuie pas. Et donc, est-ce que c'est plus difficile d'être maire aujourd'hui qu'en 89 ? Ah oui, beaucoup plus. Avant, vous avez été accompagné par l'État d'une manière beaucoup plus soft. Vous aviez un respect aussi des services de l'État. Vous aviez une écoute qui était différente.
Aujourd'hui, on contrôle de légalité pour une virgule ou non, on reçoit une lettre, alors on doit s'expliquer, c'est du temps. Et même sur les procédures, avant vous avez un problème, vous déposiez un permis de construire au service de l'État, vous avez un problème, il manque un document. Vous le faisiez porter. Aujourd'hui, non. Il faut qu'on vous écrit. Il y a 2 mois de réponse. Vous pourrez répondre dans les 2 mois. Après, vous répondez. Après, il y a 2 mois, réponse dans les 2 mois. D'ailleurs, c'est pour améliorer le fait qu'il n'y avait pas de réponse que le législateur a pris une disposition sur proposition à l'époque du gouvernement. C'était le gouvernement Juppé qui était de dire s'il n'y a pas de Chirac, s'il n'y a pas de réponse au bout de 2 mois, la réponse est considérée comme tacitement positive et acquise. Donc c'est pour essayer de pallier cette situation mais ça l'a pas beaucoup amélioré. Donc en 89, en plus en 89, vous aviez une DGF, dotation globale de fonctionnement, qui augmentait entre 5 et 7% par an. Là, elle est flat. J'ai aucune augmentation. Non seulement elle est flat, mais en plus on l'a réduite, puisqu'il y a une ponction sur les collectivités importante de plusieurs milliards à une époque qu'on ne nous a jamais rendu. Nous, ça a été une ponction d'1,5 million. En cumulé, c'est 1,5 million d'euros. Donc, quand vous avez 1,5 million d'euros en fonctionnement en moins, c'est énorme. En fait, il y avait quelque chose qui m'intéressait en me promenant sur votre site internet. C'était de voir que vous aviez beaucoup d'initiatives pour la démocratie directe, pour la démocratie locale à Sarlat. Oui, on a engagé toute une action précisément pour essayer de trouver une autre manière d'associer. Si vous voulez, je dirais, c'est même pas d'associer, c'est d'éclairer la décision. Parce que bien souvent, on prend des décisions, on a l'impression que c'est les bonnes choses, les bonnes initiatives, et puis on se rend compte que finalement, ça vient comme un cheveu sur la soupe, et que c'est pas ce qui préoccupait beaucoup plus l'habitant, l'administré, le citoyen. Ce qu'on essaie de faire avec la démocratie participative, c'est d'abord de voir quelles sont les réactions et les attentes, et en même temps de donner le sentiment au citoyen que c'est lui qui co-construit avec nous. Donc, si bien qu'une fois que ça arrive, c'est lui qui sera, il dira, pratiquement j'ai fait ça, ou en tous les cas j'y ai participé, etc. Et en plus, dans le mouvement actuel avec la transition écologique, vous avez des gens qui disent, Sarlat, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la transition écologique dans le grand mouvement si la Chine s'y met pas, à quoi ça sert, etc. Non, je crois qu'il y a les jeunes, surtout dans les écoles primaires, ils sont très concernés par ce mouvement, et c'est d'eux dont il s'agit. Donc, dans une démocratie participative, on arrive à aller plus loin et à expliquer les choses. C'est pas une démocratie directe, parce que la décision revient de toute façon à l'Assemblée municipale. Mais c'est une démarche qui permet à la fois de mieux impliquer celui qui veut s'impliquer, parce que vous avez beaucoup aussi vous disent, il y en a un qui une fois m'a dit, écoute, moi j'ai voté pour toi, mais c'est pas pour que tu viennes m'emmerder toutes les 2 minutes pour savoir si le rond-point il faut le faire là, ou comme ceci ou comme ça. Mais vous avez d'autres qui sont concernés par leur vie, parce que c'est leur vie quotidienne, et qui s'engagent. Et alors, c'est même pas les écouter, c'est d'essayer de construire avec eux. Et bien souvent, vous avez des idées auxquelles on n'a pas pensé. Et donc, on a le sentiment qu'on est mieux. Malheureusement, la participation, elle est encore très faible. On a du mal à motiver les On a beaucoup de mal. Ouais. En revanche, pour l'installation d'un pylône Internet, là, vous avez une salle qui est remplie de 100 à 120 personnes. En revanche, pour le PLUI, lorsqu'on le présente, vous avez 20-30 personnes. Donc, il faut bien voir ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur un événement précis, il peut y avoir une très forte participation, une très forte réunion. Mais une fois que l'événement est passé, c'est fini. Il n'y a pas de mouvement de fond permanent, etc. Et ce qu'on essaie de faire avec la démocratie participative, avec le budget participatif, etc., c'est d'essayer de créer une habitude.
Par exemple, sur le budget participatif, maintenant, ça revient, c'est le troisième, ça revient, on dit, alors, quand est-ce que vous sortez, quand est-ce qu'on connaît les projets, etc. Donc, il y a une habitude qui se prend et il y a une démarche dans laquelle les gens rentrent assez naturellement. Est-ce que vous pensez que, là, vous disiez aussi au début que la mairie, c'est le premier endroit où on va poser des questions quand on a un problème à côté de chez soi ou même un problème personnel ou social. Et donc, en créant de la démocratie participative au niveau local, c'est aussi comme ça que on recrée de la confiance dans les institutions. Est-ce que c'est le rôle d'une mairie, en fait, d'être cette porte d'accueil? Je dirais que c'est plus facile à l'échelon local de le faire. Au niveau national, beaucoup de gouvernements ont essayé de le faire avec les comités citoyens, les conseils économiques et sociaux étaient faits pour ça, mais après on entre dans un formalisme, dans un conformisme qui est pas propre à ça. Quand on fait nous une réunion sur un des thèmes citoyens, en termes de démocratie participative, etc., c'est informel. C'est pas il n'y a pas de formalité, tout le monde s'exprime, etc. Mais c'est un petit nombre. C'est beaucoup plus facile. Et qui veut venir, vient. Il n'y a pas un tel, non, toi tu viens pas parce que ceci, ou j'ai pas reçu d'invitation, ah bon, vous avez envoyé au voisin, mais moi j'ai pas été invité, etc. Donc c'est un moment qui est beaucoup plus fluide, je dirais. Pour ma dernière question, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaiterait monter une liste municipale pour 2026 ? D'avoir une vision. D'avoir une vision. Ce qui intéresse les gens, enfin je pense, vous n'êtes jamais élu sur un bilan. Le bilan sert, parce qu'on sait ce que vous avez fait, les gens reconnaissent que vous êtes quelqu'un qui a travaillé, qui s'est mis au service, etc. Mais au moment de l'élection, je ne dis pas encore une fois que le bilan est oublié. Au moment de l'élection, c'est la vision que vous avez et où est-ce qu'il va nous emmener. Comment ça va être quand il sera élu, comment je vivrai. Or, un jeune qui se présente, il doit d'abord avoir une vision de sa ville. Et il doit arriver à la restituer pendant toute sa campagne, sans s'occuper de ce que disent les uns et les autres ou les autres listes, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que les gens adhèrent et préemptent la vision qu'il a de la ville, avec tous les problèmes qu'il y a à régler, mais en tous les cas, de se dire, voilà ce que je vais vous offrir, voilà comment on va avancer ensemble. Et ça, c'est le principal, c'est le projet. Il ne faut pas qu'il soit trop compliqué, il ne faut pas qu'il soit calculateur, il ne faut pas répondre aux questions, à des questions de populisme qui courent les rues aujourd'hui. Non, il doit savoir, lui, il ne se présente pas pour être maire, il se présente parce qu'en tant que maire, il pourra emmener cette ville dans telle ou telle direction. Moi, je crois que c'est la bonne démarche et c'est la première question qu'il doit se poser. Vous n'êtes pas maire, enfin, il y en a qui se présentent pour être élus. Mais je veux dire, le problème, c'est qu'est-ce que vous faites derrière ? Qu'est-ce que vous faites derrière ? Très bien, merci beaucoup, Monsieur De Peretti. Merci à vous, j'espère que ça vous aura été utile. Je pense que ça va aider. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, c'est le moment de faire jouer les algorithmes en laissant des étoiles sur votre application d'écoute favorite. Pour être tenu au courant des prochains épisodes, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, @vie-de-mère tout collé sur Instagram et vie-de-mère sur Twitter. À très bientôt dans une prochaine Vie de mère.